Lumière! Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, je vous avais dit qu'on commencerait à parler de Revan. Et aujourd'hui, on va commencer une petite partie de son histoire en préambule de la suite de l'histoire de Zayn et Jaraël. En moins 3975, le Jedi Cathar Fero se rend sur sa planète natale pour tout simplement rendre visite à son peuple, à sa famille, et là il se rend compte que la planète est déserte, c'est-à-dire que les bâtiments sont bien présents, mais il n'y a plus âmes qui vivent sur la planète. Alors rapidement, le Sénat et la République vont en conclure tout simplement à un exode massif lié à une épidémie probablement, ou un autre phénomène, peut-être des phénomènes météorologiques, mais toujours est-il que ça suffit pas forcément à Fero, il va commencer à rencontrer de plus en plus de Cathars à travers la galaxie, notamment des réfugiés Cathars, qui vont lui transmettre, on va dire, qui vont lui témoigner les atrocités commises par les Mandaloriens. Nous sommes de retour en moins 3963, et les revanchistes se rendent alors sur Cathar pour trouver des preuves déjà du massacre des Cathars, puisque du coup n'ayant pas de cadavres, n'ayant rien, c'est très compliqué de trouver des preuves. Et donc ils se rendent sur la planète et ils cherchent non seulement des preuves du massacre des Cathars, mais également des preuves de l'implication des Mandaloriens. En se disant que si on arrive à prouver que les Mandaloriens sont impliqués dans la disparition des Cathars, on pourra forcer la République, qui déjà est bien avancée dans le conflit contre les Mandaloriens, mais également les Jedi, à entrer en guerre ouvertement contre les Mandaloriens. Malheureusement, de nombreux Jedi, maîtres Jedi en fait, vont se manifester en disant faut arrêter vos conneries, au bout d'un moment, on n'a aucune preuve, arrêtez de faire une sorte de chasse aux sorcières, ça va nous poser plus de problèmes que ça va en résoudre. Alors là, le leader des revanchistes va trouver un masque au sol. En fait, dans la flotte, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux, il va trouver un masque de Mandalorien, et en touchant ce masque, en fait, qui pour lui considère que c'est une preuve de la présence des Mandaloriens, pour autant c'est pas une preuve du massacre. C'est-à-dire que les Mandaloriens ont pu être présents sans pour autant être coupables du massacre. Et là, en fait, au moment où il prend le masque, des centaines de Cathars débarquent sur la plage, poursuivis par des Mandaloriens qui font feu à tout va pour défoncer les Cathars. Alors bien évidemment, les Jedi sortent les sabres, et alors qu'ils essayent de parer les tirs de sable laser et de contrer les Mandaloriens, et tout simplement les sabres ne font que passer au travers des fantômes du passé, puisque ce n'est qu'une vision générée, une vision massive qui est partagée par tous les Jedi, générée par Revan qui touche le masque du Mandalorien. La vision continue et en fait on apprend que ce n'est pas un Mandalorien qui portait ce masque mais une Mandalorienne, et qu'elle s'est opposée à Cassius Fett en disant non, ces gens désarmés, on n'a pas le droit de les tuer, c'est en dehors du code d'honneur des Mandaloriens. Même si on a vu que par le passé l'honneur et les Mandaloriens ça faisait pas forcément bon ménage. Et tout simplement Cassius Fett va exécuter la Mandalorienne, il va pas trop se poser de questions en disant on s'en fout. Et la vision se termine sur le bombardement de la planète Cathar et l'extermination du peuple Cathar. Suite à cette vision, le leader des revanchistes décide de prendre un nom qui symbolisera leur mouvement de résistance contre les Mandaloriens, Revan. Bien évidemment, cette révélation fait l'effet d'une bombe et elle oblige le Conseil Jedi à tolérer, on va pas dire qu'ils vont déclarer une guerre ouverte, mais à tolérer les actions des Jedi volontaires qui vont s'engager auprès de la République contre les Mandaloriens. On retrouve notre petit groupe d'amis en vacances sur World Tandel, chez un ami de Slisk. Et Jaraël, elle, en profite pour se détendre un peu, s'aérer la tête et se changer les idées. Mais Zayn, bien évidemment, revient à la charge et essaye de la faire parler de son passé, ce qu'elle ne veut absolument pas, puisqu'elle ne veut pas revivre ça. Mais petit à petit, elle se laisse convaincre et elle révèle un petit peu, elle en parle un petit peu à Zayn, qui lui dit écoute, tout simplement, on pourrait éventuellement faire une croisade ou une campagne contre le Creuset pour, on va pas dire se réhabiliter Jaraël, mais pour qu'elle puisse peut-être dormir plus paisiblement et se retrouver une conscience en essayant de démanteler une organisation criminelle, entre autres. Sur ce, Jaraël
Elle dit ouais, non, parce qu'en fait on a clairement pas les moyens, le creuset c'est beaucoup trop gros. Et elle retourne au ranch, hein, puisque c'est une sorte de ranch de bestiaux, dire des chevaux, un peu bizarre. Et elle y rencontre Malak. De son côté, Zane, lui, est parti en ville, et à ce moment-là, il y a un vaisseau de la République qui débarque. Elle dit « Oh mon dieu, que fait la République ici ?» Et là, il croise le Jedi Fero, donc c'est un Jedi qu'il connaît, hein, puisque du coup, il l'a déjà croisé à la station Flashpoint. On revenait quelques épisodes en arrière, on n'avait pas parlé de Fero, mais il était présent sur Flashpoint. Qui lui explique tout simplement l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, hein, les revanchistes sur Katar, et que donc forcément la République et les Jedi se sont alliés contre les Mandaloriens. Et au ranch, Malak est en train de raconter la même histoire à Jarael. Et au moment où il termine cette histoire, il essaye de la convaincre de venir avec lui pour lutter contre les Mandaloriens. Il se dit que c'est une très bonne combattante, elle est capable de tenir tête à de nombreux Jedi, et que ça serait un atout très intéressant pour sa cause. Et lui, visiblement, il a d'autres intérêts, il a des intérêts plus personnels derrière cette demande-là. Alors là, on va avoir Griff qui va un petit peu gaffer en disant écoute, on est innocenté, on n'a plus les Jedi aux fesses, on n'a plus de responsabilité derrière, je veux dire, t'as plus aucune obligation de traîner avec nous, d'autant plus que maintenant t'as des pouvoirs de Jedi, alors tu pourrais en apprendre plus auprès des Jedi. Alors là, bien sûr, Malak c'est oh, ma copine, elle a des pouvoirs de Jedi. Jarael, elle avait pas vraiment envie qu'il le sache. Donc du coup, c'est un peu tendu. Et là, on a Rolan qui va intervenir en disant non, non, tu n'as pas le droit d'emmener Jarael. Alors, on comprend pas trop pourquoi Rolan est aussi, on dirait pas protecteur, mais aussi vindicatif, parce que dans l'absolu, Jarael peut faire ce qu'elle veut. Mais Rolan ne veut absolument pas que Jarael rejoigne Malak dans sa campagne contre les Mandaloriens. Et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un Mandalorien, hein. Il s'en fout des autres Mandaloriens. Rolan, lui, ce qui l'intéresse, c'est sa propre vie. S'ensuit bien évidemment un conflit, voire même un combat contre Malak. Et Zane, Fero et un officier de la République qui du coup accompagnait Fero sur War Tandel débarquent au milieu de ça et essayent de stopper Malak et Rolan qui sont clairement en train de se battre pour Jarael. Quand les deux combattants sont séparés et que le calme revient, Malak tente d'expliquer à Zane les raisons de la dispute, mais Zane ne lui en laisse pas le temps et il se dirige droit vers Jarael et il l'embrasse, révélant aux yeux de tous leur liaison. Alors, bien évidemment, il s'agit d'une supercherie, mais ça va fonctionner à 200% puisque Malak va être complètement dépité et il va décider de repartir en fait sans Jarael, puisque de toute façon il a compris qu'il ne pourrait jamais l'avoir. Et il s'en va avec Fero et le capitaine, dont on se fout complètement du nom d'ailleurs, le capitaine, l'officier. Voilà. Tandis que les autres sont en train de remonter dans le vaisseau. Jarael leur remercie Zane de son intervention. Elle lui dit que c'est normal. Oui, c'est normal de sauter sur une fille et de l'embrasser. Enfin non, c'est surtout normal en fait qu'il lui laisse le temps, parce qu'elle-même, par le passé, elle lui a laissé le temps d'affronter ses démons, d'attendre qu'il soit prêt et elle l'a soutenu dans cette épreuve, et il dit que maintenant c'est à lui de lui rendre l'appareil et de la soutenir et de l'aider à affronter ses propres démons. Et bien entendu, il est prêt à attendre qu'elle soit prête pour ça. Et là, Jarael lui dit que s'il est toujours d'accord, si son projet tient toujours, elle accepte d'affronter le Creuset avec lui. Alors, mais il se dit, on a quand même peu de ressources, comment on va faire? Je veux dire, on est tout seul, en fait. Et c'est pas les manigances de Griff qui vont nous mener bien loin. Et ce à quoi Zane répond que, malgré les apparences, il n'est pas tout seul, et il a ses propres ressources. Très rapidement, Zane et Jarael vont tenter de mettre le nez dans les affaires du Creuset. Alors, pour commencer, ils vont se diriger vers une exploitation, une sorte de pseudo-exploitation minière, en fait, de pêcheurs de cristaux. Alors, les pêcheurs de cristaux, ce sont des gens qui descendent, en fait, sur des comètes pour récupérer des cristaux. C'est un métier extrêmement dangereux, puisque, bien évidemment, la comète change de température assez rapidement, des fois, elle se fissure, elle change de forme, et donc c'est un métier très dangereux, mais extrêmement bien payé. Et ils vont voir un vaisseau en fait qui s'occupe de faire ça. Sauf que bien évidemment, le vaisseau, lui, il emploie des esclaves parce que clairement,
il s'affranchit de toutes les conditions de sécurité, parce que du coup il s'en fout complètement de récupérer les esclaves, hein, il préfère récupérer des cristaux que des esclaves, et un esclave, ben, ça se remplace toujours. Donc Zayn et Jarael se font passer pour des représentants du Creuset, sachant que Griff n'est pas au courant du passé, Griff et Roland ne sont pas au courant du passé d'esclavagiste, hein, de Jarael. Donc du coup ils camouflent en fait cette opération anti-Creuset en une opération profit maximum pour Griff, en disant à Griff, tu vas récupérer des cristaux de comète, ça va te faire beaucoup d'argent. Et Griff, bien sûr, il est enchanté de ça. Alors, quand ils sont dans le vaisseau, ils vont clairement dire au Kuvari, en fait, c'est Siraya, qui chapeaute un peu tout le bordel. Il va dire, bah écoutez, ça coûte super cher de vous fournir des esclaves, on a besoin d'une avance sur la prochaine livraison. Et puis du coup, on a supprimé l'intermédiaire, hein, on vient directement chercher l'argent. Alors, ouais, on n'a pas trop d'argent, on fait bah ok, pas de problème, on va se servir en cristaux. Donc du coup, forcément, il y a des cristaux qui commencent à transiter entre le vaisseau des Kuvari et le Belle Promesse de Griff. Donc Griff, lui, il est plutôt content, il récupère sa thune. Et en même temps, Jarael et Zayn enquêtent un petit peu sur les activités du Creuset, l'objectif étant clairement de libérer des esclaves. Sauf que le chef des Kuvari, il va se dire, il y a un truc qui est pas logique là-dedans, et il va avertir le Creuset, qui va dire non, bah, effectivement, c'est des imposteurs, nous on a envoyé personne. Donc là, il va envoyer des hommes à la poursuite de Zayn et de Jarael, qui, bah, pour s'en sortir, vont sauter sur la comète, en scaphandre bien sûr, avec les esclaves. Alors ça devient un peu un gros bordel, puisqu'en gros on a les hommes des Kuvari qui vont pourchasser Zayn et Jarael sur la comète, donc leur tirer dessus. Il y a des esclaves en même temps, et Zayn va essayer de faire monter avec la force les esclaves sur le Belle Promesse pour que y en ait un maximum qui s'en sortent. Et à ce moment-là, on a des drones hélifaucheurs qui se pointent et qui recapturent des esclaves. Et en fait, c'est tout simplement qu'un vaisseau du Creuset a débarqué. Il s'avère que le vaisseau est commandé par Daz Goliar, l'homme qui a livré Jarael au Creuset des dizaines, enfin à peu près une vingtaine d'années plus tôt. Et du coup, forcément, Jarael le reconnaît, parce qu'elle reconnaît son vaisseau, bien évidemment. Et lui reconnaît Jarael, hein, il a des caméras qui lui montrent ce qui se passe, et il reconnaît Jarael. D'ailleurs, il l'appelle Boucle de Neige. C'est pour la petite anecdote. Alors bien évidemment, il y a un combat en fait qui va s'engager entre le vaisseau du Creuset d'un côté et le Belle Promesse de l'autre côté. Le vaisseau des Kuvari, lui, c'est un vaisseau minier, il n'a pas grand-chose à opposer à ça. Et vu que le Belle Promesse est aussi un vaisseau minier, lui par contre il va faire tout son possible pour essayer de se libérer du vaisseau du Creuset en utilisant des foreuses, des crochets pour vraiment endommager le vaisseau, et il va parvenir à s'échapper. Alors au passage, ils emmènent énormément d'esclaves et ils vont les libérer en les déposant sur une planète un peu plus loin. Mais le problème, c'est que les différentes discussions audio qui ont eu lieu lors des affrontements ont révélé aux yeux tous le passé d'esclavagiste de Jarael. Et Daz Goliar en a rajouté un petit peu, et ce qui a perturbé Jarael, c'est que visiblement, ses anciens amis du Creuset l'attendent encore et qu'elle les a un peu oubliés. Ce qui va pas mal la secouer parce qu'elle se dit mais qui c'est que j'ai laissé derrière moi. Bien évidemment, Daz Goliar a quand même échoué à capturer Jarael et Zayn, et il sera un petit peu malmené par la femme rouge, dont on découvre le nom, Chantique. Alors, petite anecdote, ce n'est pas la première fois qu'on entend le nom de Chantique, puisque tout simplement Jarael l'a déjà utilisé auparavant pour prendre une fausse identité. Elle l'a notamment utilisé sur Télérat quand ils sont allés avec Camper pour essayer de débloquer les comptes de Marne Hiéroglyphe. Et elle avait utilisé ce nom-là pour éviter de révéler le sien. Afin d'en apprendre plus sur le Creuset, Zayn décide tout simplement de l'infiltrer en se faisant capturer. Alors il sait de la part de Jarael que l'une des techniques favorites du Creuset, en fait, c'est simplement de capturer des vaisseaux, que ce soit des petits vaisseaux ou des chasseurs, qui se sont écartés de leur convoi, qui se sont un peu paumés dans l'espace. Du coup, Zayn va acheter un chasseur et faire croire qu'il s'est perdu. Bien sûr, le chasseur est équipé d'une balise de détresse, dont l'objectif est de permettre à Jarael, Griff et Roland de le retrouver et de venir le chercher dans la planque du Creuset.
Alors là-bas, sur place, bien sûr, Zayn est considéré comme un prisonnier, enfin un esclave parmi tant d'autres, et du coup il est balancé dans les arènes, et il va y avoir plusieurs combats, notamment un contre Truff, en fait, qui est un Kamasi. Alors la petite particularité des Kamasi, c'est qu'ils sont capables, en fait, entre eux, de partager des souvenirs, ce qu'on appelle les memnis, et ces souvenirs, c'est en fait vraiment l'intégralité des souvenirs d'un Kamasi peuvent être transférés à un autre, ce qui fait qu'ils ont une mémoire qui est extraordinaire. Ils ne vont pas oublier ces éléments-là, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Alors, pendant le combat, Zayn va être contraint d'utiliser la force et il va se faire remarquer. Mais il va pas se faire remarquer parce qu'il a utilisé la force, en fait il va se faire remarquer parce qu'il a vaincu Truff, qui est un vétéran, en fait, est considéré comme un vétéran du Creuset. Alors c'est un esclave au même titre que Zayn, hein, mais c'est un des combattants vétérans du Creuset, et comme dit Chantic, rares sont les nouveaux qui parviennent à mettre Truff à terre. Du coup, forcément, il se fait un petit peu remarquer. Alors, il va faire d'autres combats, et à un moment donné, Truff va venir le voir et il dit: Je sais que tu es un Jedi, et je l'ai senti, puisqu'effectivement, les Kamasi étant des sensitifs, ils sont également capables de sentir les Jedi. Et à ce moment-là, il va partager ses souvenirs avec les Jedi. Parce que ça marche. Il y a d'autres Kamasi qui ont partagé des souvenirs avec des Jedi. Hein. Je vous renvoie par exemple à Elego Sakla, il me semble, qui a partagé ses souvenirs avec Koran Horn sur le Ninja Alcyon, qui était le grand-père de Koran Horn. Enfin, voilà, on y viendra dans beaucoup d'épisodes. Et bien évidemment, les connaissances, en fait, comme disait un des membres du Creuset juste avant, les connaissances du Kamasi sont juste monstrueuses, puisqu'en fait, il a tous les souvenirs de tous les Kamasi qui sont passés par le Creuset les années auparavant. Donc il a les souvenirs de nombreuses vies, de combats, de tortures, de douleurs accumulées en lui. C'est pour ça qu'il est extrêmement renfermé sur lui-même. Et il va partager ça avec Zayn, qui va devoir assimiler ces données d'un seul coup, et il va quasiment s'évanouir. Il sera complètement anéanti. Alors bien évidemment, son statut de Jedi est révélé, mais en même temps, c'était pas un mystère, puisque bien évidemment, c'était un piège du Creuset qui a lui-même mis en vente, en gros, le chasseur, pas tout à fait comme ça, que Zayn a acheté, parce qu'ils lui ont dit: on savait que tu achèterais le chasseur pour nous infiltrer, pour que tes amis, enfin pour nous suivre, pour que tes amis nous suivent. Enfin, on savait qu'on savait que tu savais. En bref. Et du coup, il va avoir une confrontation. Alors, c'est une confrontation orale, hein, il va pas se battre avec Chantic, qui va lui révéler le passé de Jarael, notamment le fait que c'était une tortionnaire, elle l'a poignardé dans le dos, littéralement, et que Jarael, dans la langue du Creuset, puisque visiblement il y a une langue du Creuset, signifie la destructrice. Alors de son côté, Jarael, elle est complètement paniquée, parce que bien évidemment, ils ont perdu la trace de Zayn, la balise n'aimait plus du tout, et elle va essayer de trouver des solutions pour retrouver Zayn. Alors elle va aller parler à LB, qui en fait elle va lui dire: écoute, je sais que Zayn se confie souvent à toi, ça serait bien que tu me dises si tu as dit quelque chose qui nous permettrait de le retrouver, si tu as quelques informations. Alors LB va lui dire: mais en fait quand il me parle pas à moi, il parle à travers moi. Et à ce moment-là, en fait, Jarel va découvrir que Zayn est en contact avec Shell, qui est sur Coruscant et qui est l'assistante, entre guillemets, du sénateur Goravus, qui, du coup, c'est un sénateur qui s'est voué à la cause des réfugiés sur Coruscant. Enfin, les réfugiés dans la galaxie, mais lui, il est sur Coruscant. Et notamment que c'est grâce à Shell, en fait, qu'ils ont pu localiser le Creuset. C'est-à-dire qu'en gros, elle lui a dit: tiens, à cet endroit-là, il y a des gens qui disparaissent assez souvent, on va peut-être aller y faire un tour. Alors, on revient à Zayn, où là, il va être, après sa discussion avec Chantic, il va être confronté une nouvelle fois à Truff, mais cette fois-ci dans un combat à mort. Alors, bien évidemment, Truff lui a pas envie de perdre, donc il va se démener, il va user de tout ce qu'il est capable de sortir. Il dit: ils m'ont formé en tant que guerrier, donc je serai un guerrier, et il va littéralement défoncer Zayn, hein, parce que Zayn sera complètement... Déjà, il a beaucoup de mal encore avec psychologiquement à assimiler les souvenirs. Il fait que se défendre, il attaque pas.
Et alors que le poignard de Truffe, il a un autre nom mais on s'en fout, le poignard de Truffe pointe la tête de Zane et qu'il commence à descendre petit à petit, et ben Truffe fait pivoter son poignet et se plante la lame dans le torse pour tout simplement en finir, en disant à Zane, il faut que tu oublies en fait faut que tu sois capable d'oublier ce que je t'ai transmis. Alors, je vous le paraphrase parce qu'il dit juste faut oublier. Mais en gros c'est ça, l'idée c'est lui en tant que Karamasi peut pas oublier, mais il pouvait pas non plus mourir en laissant le souvenir de ses compagnons s'échapper. C'est-à-dire que si lui meurt, tout le souvenir des vies de ses compagnons morts au combat vont mourir avec lui. Il devait transmettre cette connaissance-là. Maintenant qu'il l'a transmise, je fais vraiment de la paraphrase, hein, c'est moi comment je le ressens ce truc-là pour une fois. Je vous ferai des épisodes peut-être spécialisés dans les interprétations, mais là pour le coup je le ressens vraiment comme ça, en disant il faut que tu... maintenant que j'ai transmis mes souvenirs, je peux mourir en paix. Le Creuset décide de quitter la planète où ils sont en abandonnant Zane sur place. L'idée, bien évidemment, c'est que Jarael puisse le retrouver. Ce qui arrive, donc elle va dire je suis super contente de te retrouver, j'ai pu contacter Shell, elle va tout lui expliquer. Vraiment, on sent en fait l'enthousiasme dans sa voix, dans la manière dont elle annonce les choses. Et elle va se rendre compte que Zane il n'est pas très très bien. À ce moment-là, Zane va vraiment lui en vouloir de tout ce qu'elle a fait par le passé. Il va notamment l'accuser de ne pas avoir tenté de faire plus pour ceux qui étaient prisonniers avec elle. Et même d'avoir gardé son nom, la destructrice. C'est quelque chose de très fort et de très présent en fait. Elle a d'elle-même voulu conserver ce nom-là qui pourtant est le témoignage en fait de son passé. Alors, à ce moment-là, Jarael va avoir une phrase très amère à son propos en disant que lui qui échoue, toi qui échoues si souvent dans ce que tu entreprends, tu as des exigences impossibles à satisfaire. Et elle va d'ailleurs lui révéler qu'en réalité, Jarael ne signifie pas destructrice, mais protectrice. Au niveau chronologie, cette fois on a vu qu'en moins 3975, il y avait donc le massacre de Cathare, dont j'ai déjà parlé dans un des épisodes précédents. Et en moins 3963, le leader des revanchistes prend le nom de Revan, et nous avons donc les Jedi qui rejoignent la République dans l'effort de guerre contre les Mandaloriens. On va continuer dans les prochains épisodes à parler un petit peu du Creuset, de l'histoire de Zane et de Jarael, mais petit à petit on va amorcer une transition, puisque bien évidemment l'idée principale c'est de terminer sur Revan, et on verra en fait où on en sera à ce moment-là. C'est la fin de cette émission, je vous remercie de l'avoir suivi. Désolé pour les petits problèmes de lumière que vous avez pu éventuellement apercevoir durant l'épisode, tout simplement parce que je tourne cette vidéo alors que le soleil est plus ou moins en train de se coucher, ce qui n'est pas la meilleure idée du monde, mais en même temps si je veux pouvoir sortir l'épisode dans les temps, je suis un peu obligé de faire ça. Normalement, je devrais recevoir du matériel dans pas trop longtemps qui me permettrait de tourner volet fermé, ce qui sera mieux, avec une lumière constante, ce qui sera beaucoup plus simple. Je vous invite à partager cet épisode, à liker, éventuellement commenter si vous avez des questions, que sais-je. J'ai vu des commentaires bizarres se balader de temps en temps, c'est toujours sympa de voir des remarques un peu étranges. J'ai vu un fist passer dans un coin. Youhou. Et bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la page, à la chaîne, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également, liker la page Facebook. Ça peut paraître tout con, je cherche pas spécialement à faire de la pub pour Facebook, mais je communique énormément en fait sur mes différents projets, sur cette page-là, sur cette page Facebook qui apparaît. Et ça peut éventuellement vous intéresser de savoir si par exemple je vais retarder un épisode, ou si, je sais pas, des fois je pose des questions, si vous avez des idées d'épisodes, alors plus pour les podcasts audio que pour les podcasts vidéo, puisque pour l'instant j'ai une lancée sur les podcasts vidéo, mais je cherche encore des idées d'épisodes pour les podcasts audio. Donc n'hésitez pas à aller liker la page Facebook, juste pour éventuellement être tenu au courant des news. M'envoyer des messages si vous voulez par exemple ne pas passer par YouTube pour poster des commentaires, vous pouvez le faire par la page Facebook, généralement je réponds assez vite. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et que la force soit avec vous.